Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Je suis enfin de retour après plus d'un mois de vacances bien méritées. D'ailleurs, j'espère que vous aussi vous en avez profité pour bien vous reposer. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez qu'il y a quelques temps de ça, et par quelques temps je veux dire quelques années, j'avais consacré 2 épisodes d'Horreur Critique à ce monument du cinéma d'horreur qu'est Vincent Price. Si vous ne les avez pas vus, je vous ai laissé les liens dans la description. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Vincent Price, c'est tout simplement un acteur culte, que j'affectionne grandement. Il a joué dans une panoplie de films, une bonne centaine au moins, des films d'horreur, oui, mais également plusieurs classiques d'Hollywood, tels que les 10 commandements pour ne citer que lui. Il a également eu une carrière prolifique au théâtre ainsi qu'à la télévision. On a par exemple pu le voir dans un épisode d'Alfred Hitchcock Présente, mais également dans la série télé Batman dans les années 60. Ce style... Bref, vous aurez compris que le bonhomme est assez polyvalent, hein? Mais c'est principalement grâce à ses rôles dans les films d'épouvante qu'il atteindra un statut de star international. Oui, parce que des films d'horreur, croyez-moi, il en a fait et pas qu'un peu. J'ai donc voulu refaire un épisode sur lui, d'où cette magnifique moustache. J'ai donc eu l'embarras du choix pour la vidéo d'aujourd'hui et j'ai choisi 3 films qui pour moi sont des incontournables lorsqu'on s'intéresse un tant soit peu à l'acteur. Vous êtes prêts? On est parti! Mes chers amis, on va faire un léger bond dans le passé, dans les années 50 précisément. Vincent Price est désormais habitué aux films d'horreur, depuis l'année 1939 en fait. Il avait effectivement joué aux côtés de Boris Frankenstein Karloff dans La Tour de Londres, un film d'horreur historique ayant rencontré un certain succès à l'époque. Il enchaîna par la suite quelques petites productions horrifiques jusqu'en 1953. Cette année-là, il a été la tête d'affiche d'un film qui le fera connaître dans le monde de l'horreur, House of Wax. C'est ce long métrage qui lui a permis d'obtenir les premiers rôles dans de nombreux films d'épouvante. Et celui sur lequel je veux m'attarder en premier lieu est sorti en 1959, House on Haunted Hill, ou La Nuit de tous les mystères en français. Réalisé par William Castle, ce film relate l'histoire de Frédéric Loren et de sa femme, Annabelle, un couple plus ou moins heureux qui décide d'organiser une petite soirée. Ils invitent plusieurs personnes, qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, à passer la nuit dans leur immense demeure. Si les invités restent dans l'enceinte de la maison jusqu'à l'aube, ils courent la chance de gagner 10 000 $. Mais, car oui, il y a un mais, la maison paraît hantée. En effet, d'étranges bruits se font entendre la nuit. D'étranges apparitions sont signalées un peu partout. S'agirait-il d'un coup monté ou d'un véritable manoir hanté? Telle est la question, mes amis. Une bonne vieille histoire de maison hantée à l'ancienne, ça fait du bien. Un manoir à l'aspect lugubre, avec sa déco victorienne déjà dépassée en 1959, une intrigue qui rappelle The Old Dark House, dont il parodie les codes, et qui nous tient bien en haleine. Puis une ambiance à la Scooby-Doo. Si, je vous jure. Enfin, c'est plus Scooby-Doo qui s'inspire très clairement de ce film dans un épisode. Donc ce long métrage, dès les premières secondes, nous plonge immédiatement dans le bain. Des cris stridents, des gémissements fantomatiques et des gros plans assez glauques sur la tête des personnages qui nous mettent en contexte. On comprend assez rapidement que Fred Loren, interprété par Price, n'est pas en très bons termes avec sa femme. Ils supportent leur présence l'un l'autre, mais ne semblent pas du tout s'apprécier. Ils se lancent constamment des pics, mais sans se crier dessus. Non, ils le font de manière cynique et plutôt macabre. You remember the fun we had when you poisoned me? On n'est même pas à 30 minutes de film et je prends déjà mon pied. Ouais, le film est parsemé d'un humour noir qui nous fait rire un peu jaune, tout comme la plupart des films d'horreur dans lesquels Vincent Price a joué. Son personnage ici, comme dans plusieurs autres œuvres, est à la fois charmeur, moqueur, mais inquiétant, ce qui le rend mystérieux à souhait. L'acteur est si charismatique que je suis sûr qu'il nous ferait apprécier le pire des salauds. Bon, ça fait au moins ça, parce que les autres personnages sont tout à fait oubliables. Ceux qui sortent du lot se comptent sur les doigts d'une main. Annabelle, la femme de Frédéric qui est froide et manipulatrice, et Monsieur Pritchard, le seul invité qui semble comprendre ce qui lui arrive. Les autres sont de grosses caricatures, on les confond assez souvent à vrai dire. Bon, à part elle, qui passe le plus clair de son temps à crier ou à pleurer.
Mais abattez-la, quelqu'un! Bref, même si ces personnages cons comme des balais ont de grosses étiquettes collées sur le front, ils servent tout de même l'intrigue, enfin, quelques-uns, et seront utiles au dénouement de l'histoire. Parce que oui, même si l'histoire de House on Haunted Hill est une histoire typique de maison hantée, elle est franchement bien menée. Une histoire qui n'a rien à envier au remake de 1999, je vous en parlerai un jour, et dont le twist final arrive toujours à surprendre. Enfin, la première fois qu'on le voit, bien sûr. Après, c'est réalisé par William Castle, donc forcément, c'est pas de la merde. Oui bon, après Castle a quand même réalisé des petits films de série B pas tellement connus ou révolutionnaires, mais qui sont quand même assez cool. Je pense notamment à 13 fantômes, La meurtrière diabolique ou encore The Tingler, toujours avec Vincent Price. Sa réalisation dans ce film est assez simple, sobre, mais très soignée. Classique même. Parfait pour ce type de film. Bon, il faut aussi admettre que c'est un style qui ne vieillit pas très bien, hein. À part quelques travelling inventifs ici et là, on reste quand même seulement sur des plans fixes. Mais de beaux plans fixes. C'est vrai que ce film est beau visuellement. Déjà, les décors sont vraiment cool. Les pièces et les couloirs lugubres font carrément le boulot et rendent très bien à l'écran. Le film fut majoritairement tourné en studio. Excepté les scènes extérieures, où on voit la maison. Effectivement, ils ont été tournés devant la maison Innis, une très vieille maison de Los Angeles. Elle a été construite en 1924 et son architecture particulière retient immédiatement l'attention, s'inspirant de celle des Mayas. C'est vrai qu'on dirait une pyramide. Et on appelle ça une architecture néo-maya, mes amis. Merci Wiki. I got you, homie. Elle a servi de lieu de tournage pour de nombreux films, tels que Blade Runner par exemple. Eh oui, on en apprend tous les jours grâce à Horreur Critique. Sinon, les maquillages et les trucages ne sont pas trop mal foutus pour un film à petit budget, même si bon, les scènes d'horreur sont un peu nulles vues aujourd'hui. Ouais, au moins le make-up est bien fait. At last you've got it all. Everything I have. Oh, franchement, on voit le fil du squelette, les gars. Ah ouais, c'était voulu. D'ailleurs, quand cette scène jouait au cinéma, William Castle avait fait en sorte qu'un squelette accroché à un fil passe au-dessus de la tête des spectateurs. Plutôt cool, non? Sauf qu'apparemment, ça se passait pas toujours très bien. Soit le squelette restait coincé à l'arrière, soit les gens lui balançaient des trucs dessus. Ouais. Comme quoi, c'est pas d'hier qu'il y a des connards dans les salles. Au final, ce film, même s'il a pris plusieurs rides avec le temps, reste très entraînant malgré tout. Il faut essayer de le voir avec l'œil d'un spectateur de 1959. C'était assez troublant pour l'époque, des têtes coupées, des fantômes au maquillage creepy, des jumpscares bien placés, et même la musique est sinistre. Et il faut aussi le prendre au second degré, parce qu'il s'amuse avec les clichés des histoires de maisons hantées classiques des années 20. Ce film leur rend carrément hommage. Donc La Nuit de tous les mystères est devenu culte chez les fans de Vincent Price. Il y interprète un personnage effrayant, menaçant, au cynisme douteux, mais totalement intriguant. C'est un film indispensable si vous voulez vous lancer dans sa filmographie. Dans les années 60, il s'associera à plusieurs reprises avec un autre réalisateur de petits films de série B, Roger Corman, ou Roger Corman, ça dépend comment vous prononcez. Ils signeront ensemble de nombreuses adaptations de nouvelles d'Edgar Allan Poe, comme La chute de la maison Usher en 1960, La chambre des tortures en 1961 et le film anthologique L'Empire de la terreur en 1962. Bref, les deux hommes vont collaborer à de très nombreuses reprises pour adapter des nouvelles du célèbre poète américain. Et le deuxième film dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie du lot, Le Masque de la mort rouge, réalisé en 1964. Il se base sur la nouvelle éponyme The Mask of the Red Death, publiée en 1842, qui raconte les ravages d'une épidémie meurtrière surnommée la mort rouge qui se propage dans une Italie moyenâgeuse. Le prince tyrannique Prospero attaque un village de paysans et enlève 3 personnes. Une jeune femme du nom de Francesca, son fiancé Gino et son père Ludovico. De retour dans son immense château, il s'y enferme avec tous les nobles de la région afin d'échapper à la mort rouge. Il organisera un grand bal masqué pour divertir ses invités et humilier ses prisonniers. Et il est strictement interdit de porter du rouge pour éviter d'attirer la maladie. Je crois que tout le monde n'a pas bien compris ça. Bref, la soirée prendra une toute autre tournure lorsqu'un étrange individu fait irruption dans le château. Un personnage vêtu d'une grande toge rouge et d'un masque de mort. Le Masque de la mort rouge, c'est certainement l'une des meilleures œuvres d'Edgar Allan Poe, avec un tas de degrés de lecture, et le tout tient à peine sur une dizaine de pages.
Donc en faire un long métrage peut paraître un peu audacieux. On va forcément ajouter plusieurs éléments pour faire rentrer tout ça dans 1h30 de film. Ben ouais, on a inventé de nouveaux personnages, de nouvelles scènes. On a même inclus quelques éléments d'intrigue d'une autre nouvelle de Poe, Hop Frog. On les a déjà vus quelque part, eux, non? Ah ouais! Ah, ils ont changé depuis. Ce film est une adaptation amplement fidèle au support d'origine. Le récit nous envoûte dès le début, avec toute cette histoire de pandémie. Quoi? Comment ça, vous pouvez plus entendre ce mot? L'histoire met également en lumière les inégalités sociales. Les pauvres paysans sont écrasés par les riches, qui les laissent crever dehors, alors qu'eux se réfugient dans le confort de leur immense château. Les personnages auxquels on a droit sont bien approfondis, on les sent torturés et obsédés par leurs convictions, et on traite aussi de sujets encore plus profonds, le satanisme et la remise en question de Dieu, le sens de la vie, mais surtout celui de la mort. Prospero se croit invincible. Il vénère Lucifer et croit que celui-ci va lui donner l'immortalité et le pouvoir absolu dont il rêve tant. C'est un homme qui se croit au-dessus de son Dieu. If a God of love and life ever did exist, he is long since dead. Vincent Price s'en donne à cœur joie dans ce rôle. Il le surjoue à souhait, accentuant ainsi l'aspect théâtral du long métrage, et lui donne une dimension encore plus sombre qu'à son habitude. Prospero est un homme purement et simplement méchant, mégalomane, aveuglé par ses convictions, contrairement à Frédéric Lorraine dans La Nuit de tous les mystères, et Price arrive très bien à nous le faire sentir dans son jeu. Mais il arrive également à faire ressortir en lui une petite part d'humanité en fin de film. Sauf que la fatalité va vite le frapper et il comprendra rapidement que la mort ne distingue pas les pauvres des riches. Elle viendra chercher tout le monde, sans exception. Elle est inévitable. On n'échappe pas à son destin. On mourra tous un jour. There is no face of death until the moment of your own death. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, avant que vous plongiez tous dans une profonde dépression. Donc pour l'instant, le film jouit d'un scénario solide et bien immersif. Ça fait déjà ça de gagner, hein? Qu'en est-il de la réalisation de Roger Corman? Roger Corman, je sais pas, vous dites comment? Si vous connaissez le gaillard, vous devez certainement savoir qu'il a souvent été moqué par les critiques hollywoodiennes, pour avoir produit des petits films d'exploitation bas de gamme au budget restreint. Après, c'est vrai qu'il a fait pas mal de merde dans sa carrière, c'est quand même lui qui a produit ces films-là. Enculé. Toutefois, ces adaptations de Poe en collaboration avec Vincent Price ont connu pas mal de succès à leur sortie. Et en 1963, au moment où il se préparait pour le tournage du Masque de la Mort Rouge, Corman disposait d'un budget un peu plus élevé qu'à l'habitude. Et franchement, ça se voit. Il est magnifique ce film. Faut dire aussi que le directeur de la photographie était nul autre que Nicolas Roeg, connu pour avoir réalisé Ne vous retournez pas, L'homme qui venait d'ailleurs ou encore l'adaptation du roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Et il a fait un boulot monstre sur notre film du jour. Les décors sont dantesques, regardez-moi ce château. Les plans sont ingénieux et suscitent chez nous un paquet d'émotions, notamment grâce aux habiles jeux de couleurs dans la plupart des plans, des couleurs bien vives et saturées, donnant un côté un peu surréaliste et dramatique à l'œuvre. La belle chevelure rousse de Francesca, qui charme Prospero, et qui pourrait bien représenter la mort rouge elle-même, et même plus encore. J'en profite au passage pour vous recommander cette vidéo de Demoiselle d'horreur sur le sujet, elle vous analyse tout ça 1000 fois mieux que moi. Foncez voir ça. Rajoutez à cela des dialogues poétiques et une mise en scène assez originale, tout ce qu'il y a de plus gothique, de quoi rendre Poe fier de son héritage, car Corman a laissé son imagination le guider. Il maîtrise très bien la tension avec un rythme plutôt lent, ce qui pourrait déplaire à certains malheureusement. Plusieurs scènes nous font grincer des dents, comme ce passage onirique complètement éclaté, digne des plus puissants trips de LSD. Ou ces séquences de torture morbides et cruelles. Mais pour moi, la plus belle scène du film reste celle-ci, la danse de la mort. Quelle prodigieuse chorégraphie! Scène dans laquelle Vincent Price nous dévoile ses plus beaux mouvements de danse. J'effectue le dab dans des endroits inadéquats. Ouais.
Le Masque de la Mort Rouge est un film psychédélique brillant, aux métaphores poignantes et aux visuels captivants. Il est aujourd'hui considéré comme une grande source d'inspiration du mouvement gothique et est souvent cité comme l'une des plus grandes réussites de son réalisateur. C'est un long métrage hyper intéressant qui j'espère vous plaira, tout comme les autres adaptations de Poe réalisées par Corman d'ailleurs. L'Enterré vivant, Le Corbeau, La Malédiction d'Arkham, Le Grand Inquisiteur... Quoi? Ben non, c'est pas une adaptation d'Edgar Allan Poe ça, alors... Pourquoi est-ce que la pochette dit le contraire? Toutes ces adaptations de Poe réalisées par Corman ont été produites par la société AIP, American International Pictures. Et en 1968, on préparait en Angleterre le film Le Grand Inquisiteur, réalisé par le très jeune Michael Reeves et produit par la Tigan British Films. Petite boîte de prod marchant sur les traces de la Hammer en produisant plusieurs films d'horreur. Le film se base sur un roman de l'écrivain britannique Ronald Bassett intitulé Witchfinder General. C'est d'ailleurs le titre original du film. Au Royaume-Uni, du moins. Ouais, parce que les producteurs de la AIP, afin de surfer sur leur succès antérieur, ont décidé de changer le titre pour l'exploitation américaine. On l'a rebaptisé The Conqueror Worm, qui s'avère être le titre d'un poème écrit par Edgar Allan Poe en 1843. Sauf que ce film n'a strictement rien à voir. C'est un choix que j'arrive toujours pas à comprendre. Mais bon, là n'est pas la question. Qu'est-ce que ça raconte? Il se base en partie sur la vie de Matthew Hopkins, tristement célèbre avocat reconverti en chasseur de sorcières, sillonnant les routes de l'Angleterre durant la première révolution anglaise, en 1645. Hopkins se promène de village en village avec ses fidèles pour torturer et brûler de potentielles sorcières et leurs complices. Quand la jeune Sarah, fille de prêtre, est suspectée de sorcellerie et emprisonnée par Hopkins, son prétendant, le soldat Richard Marshall, se met à la poursuite du chasseur de sorcières. La confrontation sera sanglante. Alors je sais que raconté comme ça, on dirait pas vraiment un film d'horreur, mais c'en est un! Ah, si, je vous jure. Des 3 films dont je vous ai parlé aujourd'hui, je crois que c'est celui-ci qui est le plus horrifiant et le plus malsain. Bon, vous êtes certainement familier avec la chasse aux sorcières du 17e siècle. On vous jetait dans les rivières, on vous torturait, on vous brûlait, on vous pendait. Ben c'est ça, Witchfinder General. C'est une fresque regroupant les horreurs commises par des soi-disant hommes pieux dans une époque turbulente et on le constate dès le début. Des cris de détresse ouvrent le film avec une scène particulièrement brutale et violente, crue, saisissante et sans musique, avec le pasteur et son récital pendant que cette pauvre femme est sur le point de mourir. Ce film est particulier puisqu'il pourrait rentrer dans la catégorie de film historique, car je vous rappelle que Matthew Hopkins a bel et bien existé, mais bien évidemment, le film adapte son histoire à sa sauce, et à celle de Ronald Bassett. On nous montre toute l'absurdité de la chasse aux sorcières, toutes les atrocités faites à ces femmes qui, au final, étaient tout à fait normales. Oui, parce que si vous l'ignoriez encore, les sorcières, ça n'existe pas. Mais non! Et c'est un peu ça qui fait peur dans ce film, c'est qu'il n'y a rien de surnaturel. Pas de sorcières, pas de démons, ni de vampires, ni de diables, mais un monstre. Un monstre humain, sous sa pire forme. À la base, Michael Reeves souhaitait engager Donald Pleasence pour le rôle de Hopkins. Il a écrit le scénario en ayant 7 acteurs en tête. Sauf que quand la AIP est entrée dans la course, ils ont fortement insisté pour qu'on engage Vincent Price, leur plus grande vedette de l'époque. Pris au pied du mur, Reeves n'a pas d'autre choix que d'accepter. Et donc Donald Pleasence fut écarté du projet. Sauf qu'arrivé sur le plateau, Reeves avait encore beaucoup de rancune envers la compagnie américaine. Et il n'adressait la parole à Price qu'en cas d'absolue nécessité. Oh la petite prise de bec de gamin, il se serait éclaté sur Twitter. Il lui a fait reprendre ses scènes encore et encore, prétendant que Price exagérait trop son jeu. Et ce dernier, lui, il comprenait pas trop le comportement du réalisateur. Et ils ont fini tous les deux par s'engueuler violemment. Aïe aïe aïe, l'atmosphère de travail devait pas être top. Et pourtant, des années plus tard, Vincent Price avouera que le rôle de Matthew Hopkins est l'un de ceux qu'il a plus aimé jouer. Et on va pas se mentir, c'est certainement l'un de ses meilleurs. On a l'habitude de voir Vincent Price jouer des rôles un peu légers, mais marquants tout de même. Des personnages charmeurs et inquiétants à la fois, adeptes de l'humour noir, mais ici, pas du tout. Matthew Hopkins est quelqu'un de sadique, misogyne, purement et simplement abject. Il prend plaisir à torturer ses victimes et n'hésite pas un seul instant à tomber dans le chantage sexuel. In private talk,
You may shed some light on his innocence. Private. Yes, away from the distraction of the crowds. Perhaps in the quiet of your room tonight you might be able to help me prove him guiltless. Il est à lui seul l'incarnation de la cruauté, du mal absolu. Il est le diable qu'il s'est perdu à chasser. Et bien sûr, le fait que le réalisateur l'ait grave fait chier sur le tournage a poussé Price à donner tout ce qu'il avait. Michael Reeves, du haut de ses 25 ans, réalise ici son 3e long métrage. Si ces 2 films précédents sont fort sympathiques, surtout The Sorcerers, avec Boris Karloff, c'est Le Grand Inquisiteur qui sera son plus grand succès, car il n'aura pas vraiment l'occasion d'en réaliser d'autres. Alors qu'il travaillait sur son 4e film, The Oblong Box, toujours avec Vincent Price, Michael Reeves, en proie à une grande dépression, est mort subitement, suite à une overdose d'alcool et de médicaments. Peut-être serait-il devenu un grand réalisateur, un futur maître de l'horreur? On ne le saura jamais. Bon, je pourrais tout de suite m'attarder sur les petits détails, comme les trucages ou les maquillages qui sont un peu cheap, ou encore cette scène-là, qui est censée se dérouler de nuit, alors qu'il fait clairement jour, mais ce serait du chipotage. Parce qu'honnêtement, sans être du grand art, c'est pas mal du tout. Alors oui, il y a beaucoup de chants contre chants, la musique est un peu nulle à quelques moments, faut dire aussi qu'il y a eu 2 soundtracks différentes durant la prod, ça a été un vrai chaos en fait, et certains passages tirent un peu en longueur, mais on reste envoûté par le film. Et c'est en partie dû au scénario, oui, mais Reeves a une manière particulière de filmer l'horreur. Il ouvre son film sur une scène assez choquante, du moins pour l'époque, et ensuite, sa mise en scène reste sobre. On nous suggère, via la mise en scène et les plans, des atrocités qui prennent place dans l'histoire. Viol, meurtre, torture, sans nécessairement nous les montrer. Et puis comme ça, sans crier gare, une autre scène bien violente et explicite, sans être vulgaire du moins, nous saute en pleine face. Faut savoir également que le film a été énormément charcuté par la censure, qui jugeait des scènes beaucoup trop gore pour 1968. Bref, tout ça pour finir sur un dénouement étrange, ambigu. On ne peut pas vraiment dire que ça se termine bien, même si les gentils, entre guillemets, ont gagné. Je n'en dis pas plus, je vous laisse le plaisir de découvrir. Car Le Grand Inquisiteur, c'est un film dans lequel on se plonge rapidement et dont on ne ressort pas avant la fin. L'histoire est tellement prenante et si vraie, réaliste. Même si ça reste de la fiction, on sait que de telles horreurs ont eu lieu. Et de les voir si bien recréées à l'écran ne nous laisse pas de marbre. C'est pourquoi je vous le recommande grandement si vous ne l'avez pas vu. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode dédié à Vincent Price. Il y en aura certainement d'autres, vu que le bonhomme a au moins une bonne centaine de films à son actif. Autant de films cultes que de petites pépites obscures dont presque personne n'a entendu parler. Dans tous les cas, c'est un acteur qui aimait vraiment son travail et ça se sent. C'est un peu grâce à lui que j'ai développé cette passion pour le cinéma d'horreur. Parce que même s'il est mort bien avant ma naissance, j'ai un peu grandi avec ses films. Certains d'entre eux m'ont même bien traumatisé quand j'étais jeune. Et peut-être que je dédierai une vidéo à ses confrères, Peter Cushing et Christopher Lee. Qu'est-ce que vous en dites? Ça pourrait être cool. En attendant, je vous dis à la prochaine, mes chers amis. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo et à bien sûr vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. On se revoit bientôt. Salut! Je vais me raser immédiatement, c'est terrible. Je ressemble à rien. À rien, c'est horrible.